On va passer la parole dans la salle. Il y a un micro qui circule. Alors n'hésitez pas. Voilà, il y a une question là, il y a 2 questions. Oui, je vais passer mon micro. Merci. Voilà, je suis Olivier Lebel, médecin du Monde. Alors peut-être parce que je viens du domaine de l'humanitaire, médecin du Monde est entre humanitaire et développement, et que dans l'humanitaire, nous avons particulièrement les populations concernées au cœur de nos préoccupations. Je voudrais remettre les populations concernées au cœur du débat. Jacques Moineville nous a mentionné l'importance des acteurs locaux, et Saïd Mouline, je pense aussi le fait que quand on pose la question à des villageois, ils nous donnent des réponses qui sont peut-être différentes de ce qu'on pense. Du coup, ma question, c'est comment faire pour remettre ces populations vraiment dans le débat, les mettre en capacité de prendre en main leur avenir, y compris dans le champ du développement, parce qu'on a beaucoup parlé de très grands projets, de centrales énergie renouvelable, etc. Mais on a aussi des petits projets dans le champ du développement avec des populations concernées. Il y a notamment un superbe projet de l'AFD, financé par l'AFD, avec des fours à foyer fermés au Sahel, que Jacques Moineville connaît sans doute. Et donc il y a des choses à faire qui sont plus petites, qui ne nécessitent pas des investissements en milliards, mais qui sont probablement plus importants pour être durables, parce que quand on met les personnes en capacité, on va plus dans l'avenir. Chez Médecins du Monde, par exemple, plutôt que de faire des hôpitaux pour soigner des gens atteints d'Ebola, on préfère travailler avec les populations pour les mettre en capacité de ne pas attraper Ebola, donc faire de la prévention. Donc c'est ce genre de démarche. Comment peut-on faire cela dans le champ du développement pour atteindre les objectifs qu'on s'est fixés? Monsieur Moineville, peut-être, et Madame Clark, sur ces questions-là, vous souhaitez réagir? Oui, enfin, d'abord, on le fait. Comment faire? On le fait déjà sur un certain nombre de projets. Vous l'avez dit, de construire des projets avec les populations concernées. Vous avez cité l'exemple des fours à foyer fermé, mais il y en a beaucoup d'autres. Par exemple, on a développé... Qui permet d'éviter la déforestation, hein, c'est ça, pour les fours à foyer fermé. Peut-être oui, une phrase là-dessus pour qu'on comprenne bien les enjeux. Un des grands intérêts, c'est que ça évite la déforestation, parce que les gens utilisent énormément de bois pour toutes leurs ressources énergétiques, et c'est une catastrophe en matière d'émissions en soi de gaz à effet de serre et puis de déforestation. Mais il y a d'autres projets comme ça. Par exemple, en Mauritanie, et on va le faire ailleurs, on développe des projets d'alimentation individuelle dans le désert avec des panneaux solaires. On le fait, on construit le projet avec les populations. On a financé des projets au Tchad d'agro-élevage et on le construit avec les populations. Donc, il faut développer ça. Il faut dire une chose, c'est que les bailleurs de fonds, comme nous sommes, ne peuvent pas toujours le faire, et c'est très important de démultiplier les acteurs. Et je crois que le travail avec les ONG, c'est pas de circonstance que je dis ça, est très important de ce point de vue-là. Mais je voudrais quand même dire que pour que ça soit durable, il faut que les populations adhèrent au projet, mais les gouvernements aussi, les entreprises aussi. Il n'y a pas que les populations qui doivent être convaincues de l'importance de ces sujets. Si vous avez un gouvernement qui ne veut pas développer une politique d'efficacité énergétique ou de développement durable, vous n'aurez pas de durabilité globalement. Donc je crois qu'il faut que tous les acteurs concernés, et en fait tous sont concernés, les populations, les entreprises privées, les banques, les gouvernements, les collectivités, soient impliqués dans ce processus. Hélène Clark. Yes, I completely agree with that, and I think on the issue, for example, of getting energy access for all, it's a mix of strategies across countries, because there's some things you can do with the big solution and the big investment, but there are remote rural communities who will never be reached by that, so you need other approaches, and that's where the partnership with the local community defining its needs, the partnerships with the NGOs, the partnership with the donors, the development partners becomes extremely important. It leads me to comment on, I think, an interjection you made, moderator, with the previous question, which is, does the public sector get to do the things that aren't profitable?
In a sense, yes, it does. I mean, there's always a role with public finance for covering the last mile, for covering the needs which would not be covered without a public sector response. And if we think of adaptation, I mean, where is the private sector investment or money to be made out of somehow stopping the people of Kiribati going under, the big tides that are coming with the rising sea levels? This is very much an area for public finance. But to finally revert back to the question, we see wonderful work done, often with support of the Global Environment Facility Small Grants Program, with local communities who lead on global issues in their own community, looking at how they can adapt to climate change, how they can promote sustainability, and often in a way which is very good for their incomes, not just good for the environment, but good for them earning a living in a more sustainable environment. Séverin Cabane. Oui, si je peux me permettre, je pense que dans la problématique posée par monsieur, il y a aussi un rôle à jouer pour les acteurs privés. Nous sommes présents en Afrique, comme je le disais, nous avons 3 millions de clients, 150 000 entreprises locales, et donc en fait on est aussi un acteur de proximité. Et là je crois qu'il y a, et j'aime bien ce que disait monsieur Monville, c'est qu'il y a aussi là une synergie à développer sur nos financements locaux de proximité qui sont des dizaines de milliers de francs parfois, enfin d'euros je veux dire. Et peut-être que là aussi on n'est pas encore assez pertinent, assez efficace. C'est une des raisons pour lesquelles nous avons comme ambition en Société Générale d'être l'un des principaux partenaires de l'AFD, très clairement dans nos actions de proximité. Et les banques de détail en Afrique, il y en a d'autres, il n'y a pas que nous. Nous sommes un des principaux acteurs et si vous faites la somme de toutes les banques privées, là il y a un vrai levier. Et c'est notre stratégie en tout cas, nous, d'accompagner via l'aide aussi des agences de développement, le développement des populations en proximité, pas seulement les très grands projets dont j'ai parlé. Alors, il y a une autre intervention juste là, au deuxième rang. Vous avez déjà un micro, monsieur? Non? On vous apporte le micro tout de suite. Et ensuite, juste à côté. Ouais. Oui, Christophe Chouanami, je suis administrateur de Franche-Comté Nature Environnement au titre de l'énergie. Et je suis également administrateur d'un projet, d'une association qui porte un projet de parc éolien dans le Jura. Je veux réagir sur 2 points, sur la question du financement et puis sur la question des ENR et de l'efficacité énergétique. Alors sur le financement, je regrette que nous n'ayons pas autour de la table l'énergie partagée ou la NEF. Ça aurait apporté un autre éclairage. Parce que je suis bien conscient, pour avoir fait des études sur le plan de l'économie, que derrière les banques privées, vous avez des actionnaires et les actionnaires ordinaires. Bon, il y en a peut-être quelques-uns qui ne veulent pas gagner des fortunes, mais ils veulent que les placements se fassent là où ça gagne le plus. Donc je dirais qu'en haut lieu, c'est pas forcément parfait. Et dans la région Franche-Comté, il y a pour l'instant un seul parc éolien qui a été racheté par un fonds de pension australien. Et je peux vous dire que sur le plan du territoire, c'est quand même quelque chose qui est mal ressenti. Ça veut dire que les bénéfices, excusez-moi du terme, ils foutent le cas en Australie. Bon, alors par contre, celui sur lequel je suis administrateur, qui est dans le Jura, on cherche à développer, alors excusez-moi, j'aime pas trop les mots anglais, ici, ce qu'on appelle le crowdfunding, ce qu'on appellerait autrement le financement citoyen. Alors, un petit peu venant d'énergie partagée, un petit peu venant de gens qui se regroupent, et vu qu'un projet de parc éolien, c'est 30 et quelques millions d'euros, ces financements locaux, c'est ce que j'appellerais pour constituer le capital. Après, on va voir les banques. Parce que c'est clair qu'on ne peut pas trouver 30 millions d'euros en allant voir des particuliers ou des entreprises dans un département comme le Jura. Donc voilà, je pense qu'il faut avoir de la hauteur pour favoriser ce qu'on appelle l'économie circulaire et plutôt en Afrique, alors ce qu'on appelle aussi le microcrédit. Bon, sauf forcément pour les gros projets. Là, je suis bien d'accord que pour les microcrédits, ils ne vont pas financer les gros projets. Après, sur la partie énergie, je reviens complètement sur ce qu'on appelle l'efficacité énergétique. Je ne me souviens plus du nom de celui qui a formé une ONG qui est dans cette démarche-là. On va vers les énergies renouvelables, mais déjà, il faut que ce soit efficace. Alors, quand j'entendais, bon, effectivement, à Rabat, enfin au Maroc, on fait de l'électricité avec du gaz ou du charbon. Ce qui me déçoit, c'est que la chaleur, ça va, à moins que vous fassiez de l'eau chaude aussi. Ça s'appelle la cogénération. Bon, évidemment, il y a moins besoin de chauffer au Maroc que chez nous. Chez nous, la première zone de consommation, c'est l'habitat et en particulier le chauffage. Donc, effectivement, si on fait de la rénovation BBC, ça a été dit, effectivement, on investit un peu plus, mais je vous garantis qu'il y a enfin, je ne sais pas s'il faut appeler ça temps de retour, mais vous avez des économies d'énergie après qui fait que votre investissement, il faut employer ce mot-là, est rentable. Donc, l'efficacité énergétique... À plus long terme, donc.
Sur plusieurs années, mais enfin, excusez-moi, quand vous connaissez le coût de l'électricité qui va augmenter, le coût des énergies fossiles, moi je me chauffe au bois, je vais le chercher à la forêt, ça s'appelle l'affouage, j'ai du solaire thermique, j'ai 75 mètres carrés de solaire photovoltaïque. Et j'ai entendu ce qu'a dit monsieur, alors ça s'appelle au Sénégal où j'ai passé 5 ans et demi les fours Banaksouf, c'est-à-dire qu'on essaye d'entourer la marmite de manière à ce que la chaleur, les 3/4 ne partent pas à côté, qu'on chauffe bien. Alors je rejoins ce qui a été dit sur le fait du déboisement, parce que j'ai passé 5 ans et demi au Sénégal, dont 2 ans en pleine brousse. J'ai pas voulu faire l'armée, puisque je suis ingénieur agricole. Je suis parti avec l'Association française des volontaires du progrès et AFDI Rhône-Alpes. 2 ans en pleine brousse, sans eau courante ni électricité. J'ai vu la vie locale. J'ai énormément apprécié et le pays et le cadre, et, excusez-moi du terme, un islam très modéré, pas une femme voilée en brousse. Bon, on est hors débat, mais enfin bon, je serais content d'y retourner. Et là, le souci que je vois sur le plan de l'énergie, on fait la cuisine avec tout ce qui brûle. Donc on brûle des tiges de mil, des crottins d'âne, des bousses de vache. Ça veut dire toute la matière organique et puis du bois quand il y en a. Mais bon, vu la déforestation, il y en a de moins en moins. Donc la question d'avoir des fours performants est une des clés. Et puis après, il y en a qui travaillent, des organismes comme GERES, dont le directeur est parmi nous dans la maison, par exemple. Ils encouragent, par exemple, le fait d'avoir du biogaz local. Je vous dis ça parce que j'ai vu également une installation de biogaz dans une grosse ferme, c'est 800 000 à 1 million d'euros. Quand on fait du biogaz local, on fait travailler des maçons, donc quelque part, vous favorisez l'économie locale. Ouais. Et enfin, dernière réaction... Et donc le développement, d'accord. Dernière réaction par rapport au barrage. La France est un des pays les plus équipés, avec des avantages et des inconvénients. C'est quand même une énergie qui se stocke, alors qu'il faut bien reconnaître que l'éolien ou le solaire, ce sont des énergies intermittentes. Quand il n'y a pas de vent ou quand il n'y a pas de soleil, ça ne produit pas. Alors que le barrage, quand vous voulez de l'énergie, il faut l'ouvrir. Le problème, c'est que sur le plan environnemental, ça a été autrefois négligé. Maintenant, c'est effectivement très pris en compte. Il faut des passes à poissons. Et les lâchers d'eau, il faut les faire doucement, pour que tout d'un coup, dans la rivière que vous avez, où il peut y avoir de la faune, de la flore, des poissons, vous n'ayez pas une énorme vague de 2 mètres de haut qui vous fout tout en l'air. Donc, aller vers ces énergies, c'est bien, mais il faut toujours peser le pour et le contre et bien les mettre en œuvre. D'accord. Voilà. Merci beaucoup pour votre intervention. Je voudrais qu'on donne la parole à votre voisin qui est juste là et ensuite nos intervenants réagiront, si vous le voulez bien. Monsieur. Bonjour, je m'appelle Feliciano de Carvalho, je suis de la Guinée-Bissau. Moi, je voulais m'adresser à M. Mondeville de l'Agence française de développement, qu'Afrique a besoin de grosses infrastructures. On ne peut pas se cantonner dans les petits projets. Et chaque fois qu'on parle, on parle d'Amérique latine, de grosses infrastructures, de gros ouvrages. Mais Afrique, on parle de fourneaux. Ça nous dépasse maintenant. On a besoin. À chaque fois qu'on tape la porte de l'Agence française de développement, c'est tout en difficulté. Surtout pour les porteurs de projets, on a des difficultés à trouver des fonds pour les études de faisabilité. Chaque fois, l'agence française dit qu'on ne finance pas ça, mais je pense que vous devez penser à ça. Nous, on est des diaspora, mais on a des projets, on voudrait participer au développement du continent, mais il y a toujours des difficultés, quoi. Alors, Monsieur Moineville, je pense là, va vous répondre sur ce point précis, sur la question des investissements en Amérique latine, la question de la solvabilité, etc., et des risques. Est-ce que vous m'autorisez à faire un tout petit commentaire à la précédente intervention ? Bien sûr, bien sûr. Sur l'efficacité énergétique, je crois que c'est un point absolument fondamental et qui n'est pas négligé. Il se trouve que c'est pas si facile que ça de convaincre une PME, une industrie et même un gouvernement ou même un maire d'une collectivité de l'utilité ou même de la rentabilité de l'investissement en efficacité énergétique. Et c'est la raison pour laquelle, s'agissant des PME, justement, on a des outils qu'on évoquait tout à l'heure, Sonref, qui en fait mélangent des fonds publics, des fonds privés et quelquefois, dans certains cas, un peu de subventions justement pour former à la fois les entreprises ou les banques locales à l'intérêt de projets d'efficacité énergétique. Et on a des processus analogues pour des décideurs publics. Je ne m'étends pas. C'est ça, former des maintenant. élus pour qu'ils puissent prendre les bonnes décisions. Ce n'est pas forcément former les élus, mais en tout cas, c'est les appuyer pour, par exemple, selon la forme de la ville, vous allez avoir plus ou moins de
dépenses d'énergie ou de dépenses publiques ou de durabilité de l'investissement. Et donc, vous pouvez financer des études qui appuient les élus dans la décision qu'ils vont prendre de la planification urbaine, par exemple, ou des tracés des transports urbains. Donc, je pense qu'il ne s'agit pas pour le public de prendre tous les risques et tous les coûts, mais il y a un caractère incitatif au rôle des banques publiques qui doit être joué, et quelquefois ça mobilise quand même un petit peu de fonds publics. Et après, rassurez-vous, on prend garde que le secteur privé, s'il participe au financement, prenne quand même sa part de risque. Alors, les choix politiques, financiers et géographiques. Premièrement, les grands projets d'infrastructure ne sont pas du tout réservés à l'Amérique latine ou à l'Asie. L'Afrique en a un besoin considérable, l'Afrique dans son ensemble. Et vous savez très bien que l'AFD, mais aussi tous les autres financeurs publics, contribuent au financement de ces investissements. Donc ce n'est pas réservé à l'Amérique latine ou à l'Asie. Alors après, il y a effectivement des projets plus petits. Pour ça, on a plusieurs outils. On a les outils de microfinance, ça a été évoqué tout à l'heure, qui peuvent, le cas échéant, financer ces projets quand ils en relèvent. On a des outils qui sont des outils de partage de risques avec le système bancaire local. Et il s'agit de dire que sur le financement d'une PME, par exemple, et c'est vrai qu'il y a des banques locales qui ont du mal à financer les PME parce qu'elles n'ont pas forcément les ressources ou elles souhaitent partager le risque. Donc on propose, nous, mais d'autres bailleurs aussi, des outils de partage de risques. Et puis, c'est vrai qu'il y a quelquefois des projets qui ne trouvent pas leur financement parce que soit ils n'ont pas la rentabilité qui permet de financer sur prêt via ces outils-là, soit il n'y a pas les ressources en subvention suffisantes pour financer ces projets. Donc je ne vais pas vous dire que l'AFD dit oui à tous les projets. Vous me donneriez plein d'exemples pour montrer que ce n'est pas vrai, mais je pourrais vous donner des exemples où elle dit oui quand même quelquefois. D'accord. Il nous reste pas mal de personnes qui souhaitent intervenir. Il nous reste 10 minutes en tout et pour tout. Je vous propose que nous prenions des interventions en rafale, si je puis m'exprimer ainsi, et ensuite on donne la parole à nos intervenants qui y répondent et concluent en même temps, si vous êtes d'accord. Donc je vois qu'il y a plusieurs mains qui se lèvent là. Mesdames, monsieur... Voilà, allez-y. Intervention brève si vous le pouvez. Merci. Oui, bonjour, donc je m'appelle Daoud Attal, je suis consultant sur les questions de développement et éditorialiste sur la chaîne panafricaine Africa 24. Je ne vais pas revenir sur la notion d'arbitrage entre le développement et les politiques liées au zéro carbone, mais quand même, l'avis que j'ai à ce niveau-là, c'est que de toute façon, le développement durable, c'est un triptyque. C'est l'économie, c'est le social, le culturel et c'est l'environnemental. Donc, à mon avis, la meilleure démarche, c'est quand même d'inclure cette notion de développement, cette notion de politique zéro carbone dans ce triptyque, justement, dans ce terme global qui est développement durable. À mon avis, sans cela, on ne prend pas non plus le bon chemin. Alors, pour revenir sur... tout ce qui est développement, justement, on voit en Afrique aujourd'hui tout ce qui est politique, partenariat public-privé se développe sur justement les infrastructures liées aux énergies renouvelables. Or, on sait très bien que ces pays ne maîtrisent pas tout à fait bien cette notion de PPP aujourd'hui et que parfois ils peuvent être lésés à terme. Donc j'aimerais poser la question au monsieur, donc le responsable de la Société Générale, qu'est-ce qui est mis en avant pour justement protéger ces pays dans le cas de financement public-privé? Est-ce que la Société Générale pense à cet élément? Et j'aimerais aussi poser une question à Coordination Sud, du coup. On sait très bien que l'aide publique au développement, son efficacité a fait défaut depuis maintenant 55 ans que les pays ont été indépendants. La lutte contre la pauvreté. Il y a eu la déclaration de Paris qui est assez édifiante là-dessus. Un aveu finalement de tout le monde. Alors, quels sont les garde-fous qui sont pris aujourd'hui dans le cadre de ces nouvelles politiques
zéro carbone et tous ces projets qui vont être financés par l'AFD, etc. Et est-ce que vous travaillez de manière directe avec vos collègues ou alors voilà, des réseaux similaires qui sont en Afrique? On connaît par exemple le réseau des plateformes d'Afrique de l'Ouest et du Centre. Chaque pays comme vous a une coordination des ONG pour faire un plaidoyer à ce niveau-là. Et bon, on aurait peut-être aimé avoir quelqu'un de là. Donc mais vous interrogez les ONG sur la vigilance dont elles vont faire preuve là-dessus, en fait. Hein. Sur la vigilance et sur leur capacité à travailler avec les coordinations d'associations locales pour assurer un ancrage efficace des projets, enfin. Merci. On note bien sûr vos questions. Les autres interventions, alors madame avec la veste blanche et ensuite juste derrière. Oui, monsieur à côté et ensuite les deux personnes derrière vous. Merci. Bonjour, Virginie Binaud, directrice adjointe d'OVIV. OVIV, c'est une ONG d'appui au développement qui accompagne les collectivités locales, essentiellement les collectivités locales d'Afrique de l'Ouest, sur les problématiques d'eau et d'assainissement. Je tiens à remercier monsieur pour la qualité de ses questions, parce que je voulais en venir à peu près au même point, qui est en fait je tiens plutôt à lancer une alerte sur la mode climat en ce moment pour les financements. Donc je pense qu'évidemment c'est essentiel qu'on trouve une solution pour rester sous les 2 degrés et financer des économies de zéro carbone, etc. Mais sur la question de l'arbitrage, je ne suis pas tout à fait d'accord sur ce qui a été dit tout à l'heure, c'est-à-dire que nous, on constate une chute des financements pour les enjeux, notamment du développement en zone rurale, en Afrique de l'Ouest. Si 100% des financements publics et privés s'orientent vers des gros programmes avec un impact carbone, je ne sais pas ce qui va se passer pour les collectivités rurales que nous essayons d'accompagner. C'est vraiment une catastrophe. D'autant plus que on a parlé un peu de l'Afrique tout à l'heure en donnant l'impression qu'il y avait d'un côté les gouvernements et puis de l'autre côté des communautés. Je tiens à préciser qu'en Afrique, il y a des dizaines de pays, 54 pays, avec des États, avec des institutions régionales, avec des départements, avec des maires, avec des élections dans la plupart des pays. Donc, c'est pas juste un gouvernement et des communautés. D'accord. Donc, il faut prêter attention à trouver des mécanismes qui soient adaptés, qu'on trouve moyen de former les élus. Et ils sont à 10 000 km de nous sur les enjeux climat et sur la maîtrise des financements que nous sommes en train de mettre en place Tout à ici. Fait. Mais merci d'appuyer par vos arguments la question de monsieur précédemment. Très rapidement, une autre intervention, mais vraiment très rapide pour que les intervenants puissent vous répondre en quelques minutes. Voilà. Je m'appelle Angélique Kola. J'ai une association au niveau du Congo RDC qui s'occupe en même temps de la déforestation, de la lutte contre la déforestation, de l'éducation et de l'aide au développement. Oui. C'est un désastre parce que, comme vous le savez, la déforestation entraîne un lot de malheurs, c'est-à-dire à grossir la pauvreté, entraîne les enfants dans la rue parce que les parents, ils n'ont que le bois à couper et quand il n'y a plus de bois, c'est un désastre total. Donc, moi, je suis vraiment ulcérée d'entendre tous ces acteurs aujourd'hui parler parce que depuis ce matin, je suis assise, je vous écoute. J'écoute, il y en a qui financent à gauche, vous financez à droite, alors que le poumon vert de la planète est en train de partir en fumée. Ça entraîne toute la pauvreté et toute la misère. Vous faites allusion à la forêt d'Afrique centrale. Oui, l'Afrique centrale. Mais on a sur plusieurs pays, dont la RDC. Personnellement, moi je vis à Nice, je suis aide-soignante, je m'y rends là-bas voir les communautés forestières une fois par an. J'ai jamais vu une ONG, j'ai jamais vu l'ONU présente là-bas, j'ai jamais vu toutes ces banques qui financent je ne sais pas quoi. La population est livrée à elle-même, tout le monde entre dans la forêt, coupe le bois et sort. Et il n'y a rien, il n'y a pas d'école, il n'y a rien. Mais à la décharge des Nations Unies, elles sont un petit peu occupées à l'est de la RDC néanmoins. Oui, mais quand vous parlez de tous ces organismes et de tous ces financements, mais vous financez qui exactement? Est-ce que ce sont des États ou ce sont des ONG qui sont sur place ou les gens qui œuvrent sur place? Parce que ça fait des dernière intervention, on a bien noté, madame, bien sûr, on va vous répondre. Hein. Une dernière intervention, très rapide, monsieur, ici. Sur la déforestation, on va vous répondre.
Oui, bonjour, Antoine Relot, je représente l'association La Voûte Nubienne. On est soutenu par l'AFD sur des bâtiments bas carbone en Afrique. Je voulais avoir un éclairage de la part de l'AFD sur l'outil qu'ils viennent de lancer sur les social business, parce que je trouve que c'est un outil intéressant pour créer de l'impact, voilà, d'une part, et puis d'autre part, valider la notion de commande publique, de verdir la commande publique, en particulier évidemment pour la construction de bâtiments. L'AFD en finance, ce serait bien que ce soit des bâtiments qui soient bas carbone, bien entendu. Merci. Alors, si on reprend ces interventions extrêmement intéressantes et critiques d'ailleurs, d'où l'intérêt, sur les partenariats publics-privés, Séverin Cabane, vous avez été sollicité fortement. Oui, ce dont on parle, quand on parle de PPP, on parle d'une forme juridique de financement, donc avec un droit, un contrat, une répartition des risques et des financements. Tout le débat que nous avons eu depuis ce matin, en fait, on parle de partenariat public-privé. Lorsqu'un fournisseur de fonds public s'associe à un investisseur privé pour aller financer un investissement, c'est déjà un PPP. Donc peut-être que la question de monsieur portait sur le type de juridique, de format juridique de l'engagement. Et là, il est vrai que dans les pays d'Afrique, il est peu développé parce que les droits locaux ne sont pas toujours adaptés. Donc là, on a un sujet juridique de loi quelque part pour s'assurer que les risques sont effectivement bien répartis dans l'ensemble des parties prenantes. Donc c'est sans doute ça votre question, mais je pense que l'association privée-publique existe déjà sous d'autres formes, mais pas sous la forme typique de contrat PPP comme il existe en France, par exemple, ou en Grande-Bretagne. Sur le social business, vous avez un point à apporter ou pas, ou on laisse la parole plutôt on peut laisser. Nous finançons du social business, mais avec nos contraintes que vous connaissez. Monsieur Moineville, alors sur le social business peut-être, et puis ensuite sur les autres questions. Oui, sur social business, effectivement, on a lancé il y a quelques mois une initiative social business qui permet de financer des entreprises à vocation sociale, disons, avec des objectifs sociaux, environnementaux, etc. Mais qui fonctionnent quand même comme des entreprises, c'est-à-dire elles ne font pas forcément des grands bénéfices, mais elles fonctionnent à l'équilibre. Et pour ça, il faut en fait une panoplie d'outils financiers. Il faut sans doute un peu de subventions parce qu'il faut de la formation, il faut financer quelquefois les premières pertes d'une entreprise qui commence, il faut financer des outils de garantie. Mais il y a aussi besoin pour ces entreprises d'avoir des actionnaires, donc des gens qui prennent des participations pour une rentabilité faible et pour le long terme. Il y a besoin de prêts, il y a besoin de garanties. Et donc cette initiative Social Business assemble, met en synergie ces différents outils qui sont disponibles chez nous. Peut-être un mot sur la déforestation très vite. D'abord, il y a des exemples qui viennent d'être cités d'actions contre la déforestation, les fours en sont. Sur la question de la forêt du bassin du Congo, il se trouve qu'il y a des bailleurs de fonds, dont l'AFD, qui sont très actifs au Congo, au Cameroun, au Gabon et d'ailleurs aussi en RCA. Ce sont des actions qui financent à la fois des sociétés privées, parce que les sociétés forestières sont des acteurs importants, mais aussi les ONG et aussi les États, pour que soit organisée une gestion durable des forêts. Alors, en RDC, dans les régions que vous avez visitées, il n'y a probablement pas d'actions qui sont en cours, mais c'est un sujet qui fonctionne en fait assez bien d'avoir une exploitation durable de ces massifs forestiers. Voilà. Sur l'aide publique au développement et les inquiétudes qui ont été clairement exprimées sur les arbitrages, plusieurs personnes dans la salle nous ont dit non, c'est pas vrai, il y a une baisse de l'aide publique au développement, il y a une baisse de la budgétisation de certains projets qui sont purement des projets de développement. Madame Clark, qu'est-ce que vous répondez à ces interventions? Parce que vous nous avez clairement dit que bien sûr que tout est intrinsèquement lié, mais sur le terrain, cela semble plus compliqué. Just on the quantity of development aid, it actually came up a little bit in 2013 and then plateaued last year at this 135.2 billion level.
But one of the huge impacts that these protracted crises are having, like the terrible Syria crisis, is that it is draining money away from mainline development. And if you look at the proportion of aid which went to low-income countries last year, it was down quite significantly, I think something like 16%. So it shows how, in the end, everything's interlinked. War in Syria demands the humanitarian and relief response, which then takes money off others in countries which are not necessarily at war, but are trying to get on with their development. I know we're short of time, so I'll leave my comment at that. Philippe Jachamp, sur les inquiétudes concernant les mécanismes dont pourraient faire preuve les ONG et sur la vigilance des arbitrages. Oui, bon, quelques éléments, désolé par avance du caractère probablement un peu rapide de ce qui sera dit, mais c'est vrai que la table ronde on a beaucoup parlé des financements des mécanismes. Or, il y a tout un ensemble d'autres sujets qui sont tout à fait complémentaires et forcément on passe un peu à côté. Juste un point sur l'arbitrage. Alors, j'espère que ça n'avait pas été compris comme ça. Je n'ai surtout pas dit qu'il n'y avait pas d'arbitrage douloureux en ce moment d'une partie vers l'autre. Ce que je dis, c'est qu'il faut que nous refusions ce type d'arbitrage et qu'il faut absolument que les financements de développement deviennent soit des financements de développement durable et qu'il y ait des financements supplémentaires parce qu'on connaît, ça a été dit dès le début, l'ampleur des besoins. Donc il faut aller vers plus de financement et surtout pas moins de financement. Un mot sur l'APD. C'est en France qu'elle baisse, malheureusement. Dans d'autres pays, elle augmente. Donc il y a un travail à faire en France aussi pour que la France respecte ses engagements d'une APD à 0,7%. On en est bien loin, malheureusement. Et il faut évidemment commencer par là. Dernier élément sur les sociétés civiles. Évidemment, il a l'échelon local, l'innovation sociale qui peut être amenée par les citoyens d'abord et la société civile qui est au contact de ces citoyens. Il y a beaucoup de choses qui se font et qui sont mal valorisées, qui ne sont pas valorisées, qui ne sont pas forcément reconnues à leur hauteur. Il y a beaucoup on parle de technologie, il y a beaucoup de savoir-faire locaux qui ne sont pas valorisés, qui sont parfois des savoir-faire traditionnels, qui sont très économes, qui ne coûtent pas cher et qui peuvent faire beaucoup de bien à notre planète, à notre développement, qui ne sont pas valorisés. Donc là, on parle d'alliance ou de passage à l'échelle. Il faut savoir effectivement reconnaître ces innovations-là et leur donner par la place qu'ils méritent dans le débat public et dans les politiques publiques. Donc ça veut dire effectivement être à l'écoute de la société civile locale et des citoyens. Et ça s'accompagne évidemment, alors c'est ce que nous essayons de faire, votre question sur notre lien avec les sociétés civiles du Sud, donc le REPAOC notamment, vous l'avez cité, donc nous sommes organisés, évidemment on a un forum international de plateformes d'ONG par exemple pour notre part, où avec nos collègues et nos partenaires des sociétés civiles organisées dans les pays du Sud, nous essayons évidemment à la fois d'agir dans le sens de la pression, du plaidoyer, d'être vigilant sur ce qui se décide, sur ce qui se décide, et en même temps de valoriser les savoir-faire là-dessus, bien sûr. Oui, en valorisant les savoir-faire de nos organisations et des associations qui agissent sur le terrain. Donc c'est probablement là que ça se joue. On arrive au terme de ces discussions. Je voudrais vous laisser la parole aux uns et aux autres pour un mot de conclusion.